Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les champs de bataille européens ont vu l'ascension d'une élite militaire reconnue pour sa férocité et ses compétences tactiques. Les soldats des Waffen-SS, l'un des plus remarquables fut Fritz Klingenberg, qui en avril 1941 réalisa l'une des opérations les plus audacieuses de la guerre en capturant Belgrade avec seulement 30 hommes. Son action surprit l'ennemi et força la reddition de la ville sans qu'une grande offensive soit nécessaire. Pour cet exploit incroyable, il fut décoré personnellement par Adolf Hitler de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer. Fritz Christen entra dans la légende lors de la bataille de Leningrad en 1941, lorsqu'à seulement 19 ans, il défendit sa position en solitaire pendant 3 jours. Entouré et sans soutien, il détruisit 13 tanks soviétiques avec son canon anti-char, résistant sans relâche jusqu'à l'arrivée des renforts. Le dernier bastion, la résistance incroyable de Fritz Christen contre toute une armée. Fritz Christen, Rottenführer des Waffen-SS, servait comme tireur anti-char dans la 2e compagnie du régiment d'infanterie des SS de la division Totenkopf. De constitution robuste, cheveux blonds et yeux bleus, il représentait l'idéal physique du soldat allemand promu par le régime. La Totenkopf, connue pour sa férocité au combat, était l'une des divisions les plus redoutées et fanatisées des Waffen-SS. Le 24 septembre de 1941, logiciel, les Soviétiques lancèrent une attaque à grande échelle contre les positions allemandes à Loujno, près de Demiansk, avec une combinaison d'artillerie, d'infanterie et de tanks. La 2e compagnie du régiment anti-char de la Totenkopf était déployée dans les forêts au nord de Loujno, couvrant un secteur stratégique. Fritz Christen, âgé de seulement 20 ans, opérait un canon anti-char PaK 38 de 5 cm, une pièce vitale pour arrêter les blindés ennemis. L'attaque débuta à l'aube avec un bombardement d'artillerie soviétique intense, qui anéantit les positions allemandes et sema la panique. En quelques minutes, l'infanterie soviétique, soutenue par des tanks, se lança à l'assaut. Tandis que ses camarades tombaient sous le feu ennemi, Fritz continua de tirer avec précision, réussissant à détruire plusieurs tanks et à décimer les troupes qui avançaient vers sa position. Cependant, lorsque l'attaque cessa après plusieurs heures, il découvrit avec horreur qu'il était le seul survivant de son unité. Toute sa batterie avait été anéantie. Au lieu d'abandonner sa position, Christen prit une décision extraordinaire. Il creusa une tranchée autour de son canon et commença à se préparer à résister seul. Pendant la nuit, il s'infiltra dans les positions détruites, récupérant des munitions des pièces voisines. Le lendemain, les Soviétiques attaquèrent à nouveau avec de l'artillerie et un autre assaut blindé. Encore une fois, Fritz tint bon, détruisant au moins 7 autres tanks et forçant l'ennemi à reculer. Malgré l'épuisement, le froid et le manque de nourriture, il continue de résister. Le 3e jour, les Soviétiques tentèrent à nouveau de briser sa position avec de l'artillerie, de l'infanterie et des tanks. Fritz, depuis un nouvel emplacement où il avait déplacé son canon pendant la nuit, continua de tirer avec une précision mortelle, obligeant les Soviétiques à se retirer une fois de plus. Au cours de ces journées interminables, il fit face à des attaques et des patrouilles ennemies constantes, ne se reposant que par intervalles courts et survivant grâce à son ingéniosité et sa détermination. Enfin, le matin du 4e jour, alors que Fritz se préparait à une dernière défense en entendant des mouvements proches, il découvrit que les troupes qui avançaient n'étaient pas soviétiques, mais allemandes. La division Totenkopf avait repris Loujno et en arrivant à sa position, ils trouvèrent Fritz à côté de son canon, épuisé mais vivant. Il avait résisté seul pendant 3 jours, éliminant près de 100 soldats soviétiques et détruisant 13 tanks ennemis. Le SS Obergruppenführer Theodor Eicke, commandant de la division Totenkopf, fut impressionné par son courage et lui décerna la croix de fer de première classe sur place. De plus, il le recommanda pour la croix de chevalier, qui lui fut remise personnellement par Adolf Hitler au quartier général de Rastenburg, faisant de lui le premier soldat de la Totenkopf à recevoir cette prestigieuse décoration. Après son exploit incroyable à Loujno, Fritz Christen devint un symbole de la bravoure et de la détermination des Waffen-SS. Après avoir reçu la croix de chevalier à Rastenburg, il ne lui fut pas permis de profiter d'un long repos. Il fut renvoyé au front de l'Est,
où il continua à participer à certaines des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant les années 1942 et 1943, lorsque l'armée rouge commença à regagner du terrain. En 1945, il détenait le grade de SS Oberscharführer, équivalent à un sergent expérimenté, ce qui reflétait sa progression en tant que combattant et leader en combat. En mai 1945, alors que la guerre touchait à sa fin, Fritz et les restes de la Totenkopf, décimés et épuisés, se rendirent aux troupes américaines en Tchécoslovaquie. Cependant, comme de nombreux prisonniers des Waffen-SS, il fut remis à l'armée rouge dans le cadre des accords entre les puissances alliées. Cette décision scella son destin, car les soviétiques considéraient les membres des Waffen-SS comme des criminels de guerre, quel que soit leur rôle spécifique dans le conflit. Fritz fut transféré dans un goulag en Sibérie, où les conditions étaient inhumaines. Les prisonniers subissaient des journées de travail exténuantes, des températures extrêmes, une faim constante et des maladies. Beaucoup de ses compagnons ne survécurent pas à ces camps de travail forcés, mais Fritz, avec une volonté qu'il avait déjà démontrée sur le champ de bataille, réussit à résister. Pendant son séjour dans le goulag, tout comme d'autres prisonniers allemands, il subit des interrogatoires et une rééducation idéologique de la part des autorités soviétiques qui cherchaient à inculquer le rejet du nazisme. Selon les témoignages de prisonniers qui partagèrent son destin, ceux qui avaient servi dans des unités comme la Totenkopf étaient traités avec une dureté particulière, car ils étaient considérés comme des fanatiques idéologiques. En 1955, après des années d'incarcération, Fritz fut libéré dans le cadre d'un accord diplomatique entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique, grâce aux efforts du chancelier Konrad Adenauer pour rapatrier les prisonniers allemands. Il retourna dans une Allemagne très différente de celle qu'il avait laissée. L'après-guerre avait transformé le pays en deux blocs divisés, et Fritz s'établit en République fédérale d'Allemagne, où il tenta de reconstruire sa vie loin des horreurs qu'il avait vécues. À son retour, comme de nombreux anciens membres des Waffen-SS, il dut faire face au défi de se réintégrer dans une société qui regardait avec méfiance ceux qui avaient fait partie de l'appareil militaire nazi. Fritz évita la politique et resta à l'écart de la sphère publique. Il travailla dans des emplois modestes et vécut une vie discrète, sans jamais faire de déclaration publique sur son temps passé dans les Waffen-SS ou sur sa célèbre résistance à Lugno. Fritz mourut en 1995, à 74 ans, de cause naturelle, chez lui en Allemagne. Fritz Klingenberg, la prise de Belgrade. Fritz Paul Heinrich Otto Klingenberg naquit le 17 décembre de 1912 à Revershagen, un petit village en Mecklembourg, en Allemagne. Fils d'un producteur laitier, Fritz compléta son éducation secondaire avant d'entamer des études universitaires en sciences et histoire à l'université de Rostock. Cependant, son intérêt pour le Parti national-socialiste ascendant et les Schutzstaffel le poussa à abandonner sa carrière académique en 1931 pour rejoindre ce mouvement politique et militaire qui promettait de restaurer la fierté allemande. En 1934, Klingenberg entra dans le SS-Verfügungstrupp, une unité qui deviendrait plus tard les Waffen-SS. Il fut sélectionné pour faire partie de la première promotion de cadets de la SS-Junkerschule à Bad Tölz, une académie d'officiers conçue pour former l'élite militaire du Troisième Reich. Son dévouement et ses compétences lui valurent le grade de SS-Untersturmführer en 1935, après quoi il fut affecté à la SS Standard Germania. Cette unité jouerait un rôle clé dans la création de la célèbre division SS Das Reich, où Klingenberg deviendrait une figure de proue. Dans les années précédant la guerre, Klingenberg gravit rapidement les échelons des Waffen-SS. En 1937, il fut promu SS Obersturmführer et, en 1939, il obtint le grade de SS Hauptsturmführer, équivalent à capitaine. Pendant cette période, il travailla en étroite collaboration avec Paul Hauser, l'un des dirigeants les plus influents des Waffen-SS, dans des tâches d'inspection et d'organisation des unités. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il participa à l'invasion de la France à la tête d'une unité motorisée de la division Das Reich, où il se distingua par son courage et son leadership. Pour ses actions sur le front occidental, il fut décoré de la Croix de Fer de 2e et 1re classe, consolidant sa réputation en tant qu'officier brillant et audacieux.
La renommée de Fritz Klingenberg atteignit son apogée pendant l'invasion de la Yougoslavie en avril de 1941. Au milieu de la campagne balkanique, son unité reçut l'ordre d'avancer vers Belgrade. Mais les conditions climatiques et la destruction des ponts retardèrent le gros des troupes allemandes. Au lieu d'attendre des renforts, Klingenberg décida d'agir de son propre chef, faisant preuve d'une audace sans pareille. Le 11 avril, en dirigeant un petit groupe de 6 soldats, il trouva une barque pour traverser le Danube. Bien que la barque coulât pendant la traversée, ils réussirent à atteindre l'autre rive avec des armes limitées. Une fois sur la terre ferme, ils affrontèrent et capturèrent plusieurs soldats yougoslaves avant de se diriger vers le centre de Belgrade. Là, Klingenberg hisse un drapeau allemand à l'hôtel de ville, créant l'illusion que la ville avait été prise par une force bien plus grande. Lorsque le maire Jevrem Tomic se réunit avec lui, Klingenberg le convainquit qu'il y avait des bombardements imminents d'artillerie et des attaques aériennes par la Luftwaffe, ce qui poussa le maire à rendre la ville sans résistance. Dans les heures suivantes, d'autres soldats allemands traversèrent le Danube et renforcèrent l'illusion d'une grande présence militaire. Lorsque le reste de la division Das Reich arriva à Belgrade quelques jours plus tard, ils furent surpris de découvrir que Klingenberg avait capturé la capitale avec une poignée d'hommes, évitant ainsi une opération qui aurait pu coûter des milliers de vies. Pour cet acte, Fritz Klingenberg fut décoré de la croix de chevalier de la Croix de Fer le 14 mai de 1941, l'une des plus hautes distinctions du Troisième Reich. Son exploit fut célébré comme un exemple de l'audace et de l'efficacité des Waffen-SS. Après avoir reçu la croix de chevalier, Klingenberg fut invité au Berghof, la résidence de repos d'Adolf Hitler, pour une cérémonie formelle de décoration. Lors de cet événement, Heinrich Hoffmann, photographe personnel d'Hitler, captura une image iconique de Klingenberg aux côtés du Führer. Étant donné que Klingenberg mesurait 1,93 m, Hoffmann lui demanda de se placer un peu derrière Hitler, qui mesurait 1,75 m, afin de minimiser la différence de taille. Malgré cet arrangement, la photographie montre clairement la silhouette imposante de Klingenberg, renforçant son image de leader fort et charismatique. Après son succès dans les Balkans, Klingenberg fut transféré sur le front de l'Est, où il participa aux campagnes de Kharkov, Minsk et Koursk. Pour ses réalisations dans ces batailles, il reçut les feuilles de chêne pour sa croix de chevalier en 1943, une distinction réservée aux actes de bravoure exceptionnels. En 1945, dans les derniers mois de la guerre, Klingenberg fut promu SS Standartenführer et prit le commandement de la 17e division SS de grenadiers Panzer Götz von Berlichingen. Cette division, composée en grande partie de recrues inexpérimentées, combattit désespérément dans le secteur de Sarrebruck contre l'avancée du 7e armée des États-Unis. Le 23 mars de 1945, alors que la résistance allemande s'effondrait, Fritz Klingenberg mourut lors d'un affrontement près de Herxheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il fut touché par un obus alors qu'il dirigeait ses hommes dans une tentative désespérée d'arrêter l'avancée alliée. Sa mort, à l'âge de 32 ans, marqua la fin d'une carrière militaire qui avait été à la fois brillante et controversée. Ses restes furent enterrés au cimetière militaire allemand d'Andilly, en France, où il repose aux côtés de 33 000 autres soldats allemands tombés pendant la guerre. Christian Tixen, un commandant de la Das Reich. Christian Tixen naquit le 3 décembre de 1910 à Flensburg, en Allemagne. Dès son jeune âge, il manifesta un intérêt pour la discipline et l'ordre, ce qui le poussa à rejoindre les SS en décembre de 1931. Il commença sa carrière au sein de la 59e SS Standard, une unité paramilitaire du parti nazi. En 1934, il fut transféré dans le SS Verfügungstrupp, la formation qui allait devenir plus tard les Waffen-SS, et fut affecté au régiment Germania, où il commença sa formation en tant qu'officier. À partir de 1936, il servit comme chef de peloton et en 1938, il devint commandant de la première compagnie du bataillon N. Son habileté au combat et son leadership lui permirent de se distinguer rapidement, préparant ainsi le terrain pour une ascension fulgurante au sein de l'organisation. Avec le début du conflit en 1939, son unité fut déployée dans diverses opérations militaires. Lorsque le bataillon N fut dissous,
Tixen fut réaffecté au commandement de la première compagnie de motocyclistes. En 1941, sa formation fut intégrée dans un bataillon de motocyclistes plus grand, qui joua un rôle clé dans les offensives rapides allemandes lors de l'invasion de l'Union soviétique. En janvier de 1942, il reçut le commandement du bataillon de motocyclistes, ce qui lui permit de démontrer ses compétences dans les manœuvres de reconnaissance et les attaques rapides. Durant cette période, il fut blessé et envoyé à l'école des officiers SS à Braunschweig pour sa récupération. Son retour au front lui permit de commander le régiment Langemarck, qui fut plus tard réorganisé en 2e régiment Panzer des SS en octobre de 1942. Le 11 février de 1943, lors de la 3e bataille de Kharkov, Tixen mena une contre-attaque avec son bataillon blindé, réussissant à arrêter l'avancée soviétique vers la ville. Sa technique de guérilla et son agressivité en combat lui permirent de détruire une forte concentration d'ennemis. Durant cet affrontement, son char fut touché par 3 obus de canon anti-char, mais il survécut et poursuivit l'offensive. Une semaine plus tard, dans un moment critique de la bataille, les troupes allemandes tentaient de s'échapper de Kharkov, tandis que les soviétiques encerclèrent la ville. Tixen décida d'engager un combat urbain avec ses blindés, une action considérée comme à haut risque. Bien qu'il n'ait pas de soutien d'infanterie, il réussit à bloquer l'avancée ennemie, éliminant de nombreux canons anti-chars et forçant la retraite soviétique. Grâce à son action, la 2e division SS Das Reich parvint à éviter un encerclement complet et se retira avec moins de pertes matérielles et humaines. Pour sa bravoure à Kharkov, il reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer le 1er avril de 1943 et par la suite, les feuilles de chêne en reconnaissance de son efficacité continue au combat. En novembre de 1943, il fut nommé commandant du SS Panzer Régiment II Das Reich. Sous son commandement, l'unité participa à diverses opérations sur le front oriental avant d'être transférée à l'ouest en préparation pour l'invasion alliée imminente. Lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie en juin de 1944, Tixen et son régiment affrontèrent les forces ennemies dans des combats défensifs féroces. Après la mort de Heinz Lammerding, il assuma temporairement le commandement de la 2e division SS Das Reich dans un effort pour réorganiser les forces allemandes. Le 28 juillet de 1944, alors qu'il se déplaçait en Kübelwagen avec son chauffeur et un sous-officier dans les environs de Trelli, son véhicule fut attaqué par un char américain. Gravement blessé, il mourut peu après. Ne portant pas de documents d'identité, son corps fut enterré comme soldat inconnu, jusqu'à ce qu'il soit identifié plus tard. Theodor Wisch, officier de haut rang dans les Waffen-SS. Theodor Wisch naquit le 13 décembre de 1907 à Wesselburener Kug, un petit village situé en Schleswig-Holstein, en Allemagne. Issu d'une famille modeste dédiée à l'agriculture, il était l'aîné de 3 frères. En 1933, avec la consolidation du pouvoir d'Adolf Hitler, Wisch fut transféré à la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durant les années précédant la guerre, Wisch gravit les échelons démontrant des compétences stratégiques et un leadership remarquable dans l'entraînement des nouvelles troupes. Son ascension continua avec le début du conflit en 1939, lorsqu'il participa à l'invasion de la Pologne avec le grade de SS Hauptsturmführer. Ses actions en combat lui valurent la Croix de Fer de 1re et 2e classe. Lors de la bataille de France en 1940, il commanda un régiment d'infanterie au sein de la LSSAH, contribuant à l'avancée rapide des troupes allemandes. Son leadership le mena à se distinguer lors de la campagne des Balkans en 1941, où son unité combattit férocement pour conquérir la Yougoslavie et la Grèce. En mai de 1941, il prit le commandement du 2e bataillon du régiment d'infanterie de la LSSAH, poste qu'il occupa jusqu'en juillet de 1942. Durant l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique, son unité joua un rôle clé dans la lutte à l'ouest de Jytomyr en juillet de 1941. Pour ses actions, il fut décoré de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer le 15 septembre de 1941. En juillet de 1942, il fut promu commandant du régiment de grenadiers blindés SS-2. Lors de la 3e bataille de Kharkov en 1943, son leadership fut crucial pour stopper les attaques soviétiques.
son régiment intercepta les offensives ennemies, sécurisant d'importantes positions stratégiques et permettant la réorganisation des troupes allemandes. En reconnaissance de ses performances, il reçut la Croix allemande en or. Au cours des violents combats sur le front de l'Est, la première division SS Leibstandart subit de lourdes pertes. Face à cette situation, il fut décidé de la retirer temporairement pour réapprovisionnement et réorganisation. Wyche continua à la tête de son régiment, le préparant pour de futures opérations. En juin de 1944, la Leibstandart SS Adolf Hitler fut déployée en France pour faire face au débarquement de Normandie. La division participa à diverses batailles contre les Alliés. Mais en août de 1944, lors de la poche de Falaise, Wyche fut gravement blessé aux 2 jambes par l'explosion d'une grenade. En raison de ses blessures, il dut céder le commandement de la division au SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke. Après sa blessure, il fut transféré à l'hôpital militaire de Hohenlychen, où il passa le reste de la guerre en convalescence. Avec l'effondrement du Troisième Reich en mai de 1945, Wyche fut capturé par les forces britanniques et maintenu en tant que prisonnier de guerre. En 1948, il fut libéré sans être inculpé pour des crimes de guerre. Contrairement à d'autres officiers des Waffen-SS, Wyche ne s'impliqua pas dans des activités révisionnistes après sa libération. Il opta pour une vie discrète, s'établissant en Allemagne de l'Ouest, où il travailla dans le secteur de l'élevage. Il maintint des contacts avec ses anciens camarades, mais évita le militantisme politique ou la réintégration dans des groupes de vétérans liés au SS. Le 11 janvier 1995, il décéda à l'âge de 88 ans à Norderstedt, en Schleswig-Holstein, entouré de sa famille et de ses amis. Sylvester Stadler, un commandant d'élite dans les Waffen-SS. Sylvester Stadler naquit le 30 décembre de 1910 à Fonsdorf, en Autriche, dans une famille ouvrière. Son père était mineur, et il grandit dans un environnement de travail acharné et de discipline. Cependant, l'essor du national-socialisme et l'appel à une Allemagne unifiée éveillèrent son intérêt pour la politique et l'armée. En mai de 1933, il adhéra au parti nazi ainsi qu'au Schutzstaffel, ce qui marqua le début de sa carrière militaire. Il fut affecté au SS Verfügungstrupp, une unité de combat d'élite qui allait devenir plus tard les Waffen-SS. Avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, Stadler était à la tête d'une compagnie au sein des SS Verfügungstrupp. Durant l'invasion de la France en 1940, il participa activement au combat et fut blessé près d'Arras, ce qui lui valut sa première distinction. Plus tard, en 1941, il combattit dans la campagne des Balkans, où il démontra à nouveau des compétences exceptionnelles dans le leadership des troupes. Lors de l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique, Stadler fut gravement blessé lors de la bataille de Moscou. Après sa convalescence, il fut temporairement affecté comme instructeur à l'école des officiers SS Junker à Braunschweig, où il transmit ses connaissances tactiques au futur commandant des Waffen-SS. Le 1er mars 1942, Stadler prit le commandement du 2e bataillon du régiment de grenadiers blindés Der Führer, appartenant à la division SS Das Reich. Sa compétence en combat et son sens stratégique furent déterminants dans la défense réussie de positions clés sur le front de l'Est. En avril de 1943, il fut promu commandant du régiment complet, avec lequel il combattit lors de la 3e bataille de Kharkov, parvenant à freiner l'offensive soviétique. Pour son courage et son leadership, il reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer le 6 avril de 1943. L'un des moments les plus marquants de la carrière de Stadler eut lieu en août de 1943, lorsque son régiment fut envoyé dans la ville de Korotitch pour stopper une avancée soviétique. Malgré des ressources limitées, il organisa une défense efficace qui évita la capture de Kharkov et permit le retrait ordonné de plusieurs divisions allemandes. Lors de cet affrontement, Stadler dirigea personnellement ses troupes, établissant des positions défensives stratégiques et coordonnant des contre-attaques qui stoppèrent l'avancée ennemie. Grâce à ses performances lors de cette opération, il reçut les feuilles de chêne pour sa croix de chevalier, consolidant ainsi sa réputation en tant que l'un des meilleurs commandants d'infanterie sur le front de l'Est. Après les combats acharnés en Russie,
Son régiment fut transféré en France en 1944 pour être réapprovisionné et réorganisé. Cependant, le débarquement allié en Normandie modifia les plans et la division Das Reich fut envoyée vers le nord pour faire face aux forces alliées. Là, son régiment fut impliqué dans le massacre d'Oradour-sur-Glane, un événement où 642 civils français furent tués par des membres des Waffen-SS. Bien que Stadler n'ait pas directement participé au massacre, il ordonna une enquête et un conseil de guerre contre l'officier responsable Adolf Dickmann, qui mourut au combat avant d'être jugé. Le 10 juillet de 1944, après la mort de Heinz Harmel, Stadler fut nommé commandant de la 9e division Panzer SS Hohenstaufen. Sous son commandement, la division participa à certaines des dernières batailles de la guerre, y compris l'opération Market Garden, où les Allemands réussirent à contenir les parachutistes alliés à Arnhem. Par la suite, il participa à l'offensive des Ardennes, où ses troupes engagèrent de violents combats dans les forêts belges contre les forces américaines. Malgré la supériorité numérique des Alliés, Stadler fit preuve d'une remarquable capacité pour la guerre défensive, utilisant le terrain à son avantage et maximisant l'efficacité de ses unités blindées. En 1945, avec l'effondrement du front allemand, la division Hohenstaufen fut envoyée en Hongrie pour tenter d'arrêter l'avancée soviétique lors de l'offensive du lac Balaton. Cependant, la supériorité écrasante des soviétiques obligea à une retraite générale. Stadler conduisit ses troupes vers l'Autriche, où il se rendit finalement aux forces américaines en mai de 1945. Après la guerre, Stadler fut fait prisonnier de guerre par les Alliés, mais il fut libéré en 1953, sans être formellement accusé de crimes de guerre. Contrairement à de nombreux anciens camarades des Waffen-SS, il choisit de garder un profil bas et d'éviter la politique. Il s'établit à Königsbrunn, en Allemagne, où il travailla dans le secteur industriel jusqu'à sa retraite. Sylvester Stadler décéda le 23 août de 1995 à l'âge de 84 ans à Königsbrunn, entouré de sa famille. Helmut Wendorf, un commandant de tank dans les Waffen-SS. Helmut Max Ernst Wendorf naquit le 20 octobre 1920 à Gowinkel, en Allemagne. Son enfance se déroula dans un environnement rural, sa famille étant d'origine modeste et ayant déménagé à Damm, Uckermark, où son père travaillait comme locataire d'une ferme. Après avoir terminé ses études secondaires à l'École nationale socialiste de Nuremberg en août 1939, il décida de rejoindre l'effort militaire du Troisième Reich en s'enrôlant volontairement dans les Waffen-SS, juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Le 4 septembre 1939, Wendorf s'engagea dans la première division SS Leibstandart Adolf Hitler. Il fut envoyé à Prague le 6 novembre de cette même année, où son régiment avait été déployé après la campagne de Pologne. Initialement affecté à la 11e compagnie, il fut transféré en juin 1940 à la batterie de canons d'assaut Sturmgeschütz. C'est dans cette unité qu'il participa à la campagne des Balkans, puis à l'invasion de l'Union soviétique durant l'opération Barbarossa. Pendant les combats sur le front de l'Est, Wendorf fit preuve d'un grand courage et d'une remarquable aptitude à la gestion de blindés. Son efficacité lui valut la Croix de fer de 2e classe le 14 septembre 1941. Peu après, il fut promu SS Oberscharführer, consolidant sa position au sein de la LSSAH. Son talent en combat lui permit d'être envoyé à l'école des officiers SS à Bad Tölz le 1er novembre 1941, où il reçut une formation rigoureuse en leadership et en stratégie de guerre blindée. En avril 1942, Wendorf retourna dans son unité, désormais comme SS Untersturmführer, une marque de confiance de la part de ses supérieurs. Il fut ensuite affecté à la 13e compagnie Tiger du 1er régiment SS LSSH à la fin de 1942. Au sein de cette unité, il commanda un peloton de la 2e compagnie. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontra Michael Wittmann, l'un des commandants de tanks les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Wittmann et Wendorf formèrent une étroite relation professionnelle, partageant une même agressivité tactique et un courage exceptionnel sur le champ de bataille. Durant l'opération Citadelle, la grande offensive allemande à Kursk à l'été 1943, les deux combattirent ensemble sur le front sud, où ils affrontèrent une énorme quantité de blindés soviétiques. Le premier jour des combats,
Wittmann détruisit 13 tanks T-34 et 2 canons anti-chars, sauvant Wendorf dont l'unité était encerclée dans une situation critique. Cet acte consolida l'amitié et le respect mutuel entre les deux commandants. Wendorf continua de se distinguer en combat, détruisant un grand nombre de blindés ennemis. Le 12 février 1944, il reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer, une distinction attribuée uniquement aux soldats les plus courageux et les plus efficaces de l'armée allemande. À ce moment-là, son palmarès comptait 58 tanks ennemis détruits. Lorsque Wittmann fut promu commandant du Schwere SS Panzer Abteilung Cent 1, Wendorf prit le commandement de la 2e compagnie, poursuivant sa stratégie agressive qu'il avait caractérisée depuis le début de la guerre. Pendant les combats intenses sur le front de l'Est à la fin de 1943, son unité joua un rôle clé dans la défense des positions allemandes à Korosten et Zitomir. Pendant Noël 1943, avec seulement 4 tanks Tiger, Wendorf fit face à une colonne soviétique et détruisit 11 T-34 en une seule action à Tchoubarovka, empêchant l'effondrement du front allemand dans ce secteur. En 1944, avec l'ouverture du front occidental après le débarquement en Normandie, Wendorf et son unité furent envoyés en France pour stopper l'avancée alliée. Ils participèrent à la défense acharnée contre les blindés britanniques et américains, infligeant des pertes considérables à l'ennemi. Le 6 août 1944, Wendorf trouva son destin final sur les champs de bataille français. Alors qu'il opérait son tank Tiger près de Mézières, son véhicule fut touché par un obus direct, le détruisant complètement. À ce moment-là, son record de tanks détruits s'élevait à 84 confirmés et 95 probables. Fritz Witt, le commandant de fer qui a dirigé la Hitlerjugend. Fritz Witt, né le 27 mai 1908 à Hohenlimburg, un quartier de Hagen en Allemagne, était un officier distingué des Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Fils d'un commerçant, il travailla dans l'industrie textile, jusqu'à ce qu'il perde son emploi en 1931. La même année, il rejoignit le Parti national-socialiste et, peu après, les SS. Dans les années précédant la guerre, Witt gravit rapidement les échelons des SS, atteignant en 1934 le grade de SS Obersturmführer et prenant le commandement d'une compagnie au sein de la SS Standard Deutschland. Ce régiment, qui ferait plus tard partie de la division Das Reich, était l'une des unités les plus disciplinées et combatives des Waffen-SS. Avec l'éclatement du conflit en 1939, Witt se distingua par son courage pendant l'invasion de la Pologne, où il mena son unité dans des combats acharnés, notamment lors de la bataille de Zakroczym. Au cours de cette campagne, il reçut les 2 classes de la Croix de Fer en seulement 10 jours. En octobre de la même année, il fut nommé commandant d'un bataillon du régiment Deutschland, le menant avec compétence pendant l'invasion des Pays-Bas et de la France en 1940. Sa performance pendant ces opérations lui valut la croix de chevalier de la Croix de Fer le 4 septembre 1940. En 1941, Witt fut transféré au régiment d'infanterie de la Leibstandart, où il commanda un bataillon lors de la campagne des Balkans et de Grèce. Lors de la bataille du passage de Clydie, son unité se heurta à des forces britanniques, australiennes et grecques, réussissant à ouvrir la voie vers l'intérieur de la Grèce après des combats intenses de plusieurs jours. Cependant, cette victoire eut un coût personnel élevé, car son frère Franz, membre de la même unité, mourut pendant l'opération. Avec l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, Witt et son bataillon participèrent aux opérations du groupe d'armée sud. Pendant le siège de Kiev, la Leibstandart infligea de lourdes pertes à l'ennemi, et Witt reçut la croix allemande en or pour sa performance exceptionnelle à Rostov. Il fut promu SS Obersturmbannführer en novembre de la même année. En 1943, il fut sélectionné pour former et entraîner la 12e division Panzer SS Hitlerjugend, composée en grande partie de jeunes issus des jeunesses hitlériennes. Promu SS Oberführer, Witt supervisa personnellement la préparation de la division, s'assurant qu'elle soit prête à affronter l'ennemi. Sous son commandement, la Hitlerjugend fut envoyée en France en mars 1944, en prévision d'un débarquement allié. Cependant, la division fut impliquée dans des crimes de guerre, comme le massacre d'Ask en avril 1944, perpétré par des troupes sous son autorité.
Avec le début de l'opération Overlord le 6 juin 1944, la division de Witt fut l'une des premières unités blindées à affronter les forces alliées près de Caen. Malgré les bombardements aériens et navals intenses, la Hitlerjugend offrit une résistance farouche, infligeant de lourdes pertes aux Canadiens et aux Britanniques. Witt établit son quartier général dans le village de Venoy, près du front, d'où il dirigea les opérations et travailla sans relâche pour maintenir le moral et l'efficacité de sa division. Le matin du 6 juin, la Royal Navy, qui soutenait l'avancée des troupes terrestres canadiennes et britanniques, lança un bombardement d'artillerie navale dévastateur sur les lignes de défense allemandes dans le secteur de Caen. L'un des obus, tiré par un cuirassé britannique, atteignit directement le bâtiment où Witt avait installé son quartier général. L'explosion fut brutale. Des éclats de métal et des débris se dispersèrent dans toutes les directions. Witt, qui était en pleine consultation avec un officier d'état-major, fut frappé au visage par des fragments d'obus et mourut sur le coup. Son assistant et plusieurs autres officiers présents avec lui perdirent également la vie dans l'attaque. La nouvelle de sa mort se propagea rapidement parmi les hommes de la 12e division Panzer SS Hitlerjugend. Pour ces troupes, notamment les jeunes recrues des jeunesses hitlériennes, la perte de Witt fut un coup dévastateur. Il avait été un leader respecté non seulement pour son expérience tactique, mais aussi pour sa capacité à inspirer ses hommes, même dans les moments les plus sombres de la bataille. Son successeur, Kurt Meyer, surnommé Panzermeyer, prit immédiatement le commandement après sa mort. Après le bombardement, Witt fut enterré avec tous les honneurs militaires dans un cimetière improvisé près de Venoy. Plus tard, ses restes furent transférés au cimetière allemand de Champigny-Saint-André, où ils reposent aux côtés de milliers de soldats allemands tombés en Normandie. Herbert Otto Gill, le général le plus décoré des Waffen-SS. Herbert Otto Gill fut l'un des officiers les plus éminents et décorés des Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Né le 8 mars 1897 à Bad Gandersheim, au sud de Hanovre, Gill grandit dans un environnement typique de la classe moyenne allemande du début du XXe siècle. Il était le 4e enfant d'un fabricant et montra dès son jeune âge un intérêt marqué pour la discipline militaire. En 1914, à seulement 17 ans, il rejoignit l'armée allemande comme sous-lieutenant, affecté à un régiment d'artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servit avec distinction, atteignant le rang de lieutenant et recevant la croix de fer de première et de deuxième classe, ainsi que la croix du mérite de guerre. Après la guerre, Gill quitta le service militaire en 1919 pour se consacrer à l'administration agricole. Cependant, son goût pour la vie militaire le mena en 1922 à rejoindre le Stahlhelm, une organisation paramilitaire rassemblant des vétérans de la Grande Guerre. En 1931, à 34 ans, il rejoignit le Parti national-socialiste et, quelques mois plus tard, les SS. Bien qu'il ait fait face à des accusations internes qui menèrent à son expulsion temporaire, Gill fut réadmis en 1934, consolidant sa position de leader au sein des SS Verfügungstruppe. Durant cette période, il occupa plusieurs postes dans le régiment Deutschland, puis dans le Germania. Avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, Gill fut affecté à la tête d'un bataillon d'artillerie au sein des SS Verfügungstruppe. Il participa à l'invasion de la Pologne, puis à la campagne de France en 1940. Son excellent comportement lui valut le grade de SS Standartenführer en 1941. La même année, il prit le commandement du régiment d'artillerie de la nouvelle division SS Viking, une unité principalement composée de volontaires nordiques. Lors de l'opération Barbarossa, Gill mena son régiment dans une avancée fulgurante à travers l'Ukraine et le Caucase, affrontant des conditions extrêmement difficiles et une résistance soviétique acharnée. Pour son courage et son leadership dans ces combats, il reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer le 8 octobre 1942. En 1943, Gill fut promu SS Gruppenführer et prit le commandement de la division Viking. L'un des moments les plus marquants de sa carrière se produisit lors de la bataille de la poche de Korsun-Cherkassy en janvier 1944. Plus de 60 000 soldats allemands furent encerclés par les forces soviétiques et la division Viking, dirigée par Gill, joua un rôle crucial dans la tentative de briser l'encerclement. Sous son commandement, la division servit de fer de lance de l'évasion,
réussissant à évacuer environ la moitié des troupes piégées. Toutefois, les pertes furent lourdes et la quasi-totalité de l'équipement lourd de la division fut perdue. Pour son rôle dans cette opération, Gilles reçut les épées pour sa croix de chevalier le 19 février 1944, consolidant son statut comme l'un des officiers les plus décorés de l'armée allemande. Après la bataille de Korsun-Cherkassy, Gilles et son unité se déplacèrent à Kovel, une ville stratégique encerclée par les troupes soviétiques. Malgré l'isolement, Gilles mena une défense héroïque pendant plusieurs semaines, repoussant les attaques incessantes jusqu'à ce que des unités allemandes parviennent à briser le siège. Pour cet acte de bravoure, il reçut le 19 avril 1944 les diamants pour sa croix de chevalier, devenant ainsi le membre le plus décoré des Waffen-SS. Gilles fut personnellement félicité par Adolf Hitler à plusieurs reprises. L'un des moments les plus notables se produisit lors de la cérémonie de remise des diamants pour sa croix de chevalier. Lors de cet événement, organisé au quartier général de Hitler à Rastenburg, Gilles fut photographié aux côtés du Führer. L'image, capturée par Heinrich Hoffmann, montre Gilles dans une posture fière et rigide. Cette reconnaissance renforça son statut d'officier respecté au sein du régime. Dans les derniers mois de la guerre, Gilles dirigea le 4e corps Panzer SS lors de la malheureuse opération Konrad, dont l'objectif était de libérer Budapest et plus tard lors de l'offensive du lac Balaton. Malgré des efforts désespérés, les forces soviétiques surpassèrent les Allemands, les forçant à se replier vers l'Autriche. Le 9 mai 1945, alors que la guerre touchait à sa fin, Gilles et les restes de son corps d'armée se rendirent aux troupes américaines pour éviter de tomber entre les mains soviétiques, conscients du sort réservé aux officiers de haut rang capturés par l'armée rouge. Libéré en 1948 après avoir passé 3 ans en captivité, Gilles s'installa en Allemagne de l'Ouest. Durant les années 1950, il devint une figure de proue du HIAG, une organisation de vétérans des Waffen-SS qui militait pour la réhabilitation légale et économique de ses membres. Gilles fonda le journal Viking Ruf, qui devint plus tard la publication officielle du HIAG sous le nom de Der Freiwillige. Bien que le HIAG fasse l'objet de vives critiques en raison de ses positions révisionnistes, Gilles continua à être une figure centrale de l'organisation jusqu'à son décès. Herbert Otto Gilles vécut les dernières années de sa vie dans une relative tranquillité en Allemagne d'après-guerre. Cependant, sa mort le 26 décembre 1966, à la suite d'une crise cardiaque, marqua la fin du parcours d'un homme qui avait joué un rôle central dans certaines des campagnes les plus critiques de la Seconde Guerre mondiale. Au moment de sa mort, Gilles résidait à Stemmen, où il avait passé la majorité de ses années après la guerre. Selon des témoignages, il avait commencé à souffrir de problèmes de santé au cours des mois précédents. Bien qu'il fût un homme d'une grande résistance physique et d'une force mentale forgée au fil des décennies passées sur les champs de bataille, le stress accumulé et l'âge finirent par avoir raison de lui. La crise cardiaque survint de manière soudaine et, malgré une intervention rapide des services médicaux, il ne put être sauvé. Ses funérailles, marquées par une notable assistance, furent en grande partie composées d'anciens membres des Waffen-SS et de vétérans qui le considéraient comme un symbole du leadership et de la camaraderie des unités de la guerre. Il fut enterré au cimetière local de Stemmen dans une cérémonie empreinte de solennité. Vinzenz Kaiser, légende de la division Das Reich. Vinzenz Kaiser, né le 28 février 1904 à Waltersdorf, près de Judenburg, en Autriche, est largement reconnu comme l'un des officiers les plus emblématiques des Waffen-SS, notamment pour ses actes de bravoure pendant la Seconde Guerre mondiale, parmi lesquels on compte la destruction personnelle de 4 tanks ennemis lors de la 3e bataille de Kharkov. Issu d'une famille ouvrière, Kaiser suivit une scolarité de base avant de travailler dans un magasin de quincaillerie. Très jeune, il manifesta un grand intérêt pour la politique, ce qui le conduisit à s'impliquer activement dans des mouvements national-socialistes. En 1927, il rejoignit le parti et peu après, les SA. En 1931, il fut transféré au SS, où il se vit attribuer la tâche d'organiser et de diriger de petites unités dans les régions proches de Judenburg. Son talent exceptionnel pour le recrutement et la coordination des groupes lui permet de rapidement gravir les échelons au sein de l'organisation. Cependant,
Ces mêmes activités attirèrent l'attention des autorités autrichiennes qui l'arrêtèrent en 1933 sous l'accusation de complot politique. Après plusieurs mois de détention, il fut contraint de quitter l'Autriche et émigra en Allemagne en tant que réfugié politique. Une fois arrivé en Allemagne, Kaiser suivit un entraînement militaire rigoureux et fut ensuite affecté à la Légion SS autrichienne, basée à Lechfeld, où il se distingua à nouveau. En 1934, il fut sélectionné pour suivre un cours spécialisé en leadership à Potsdam, une formation qui allait plus tard intégrer les SS-Verfügungstruppe, le noyau des Waffen-SS. Bien qu'il rencontrât un obstacle majeur dans sa carrière en raison d'un incident disciplinaire en 1935, Kaiser ne se laissa pas abattre. Il réussit à surmonter cette épreuve et fut réintégré dans ses fonctions grâce à un appel direct au Reichsführer Heinrich Himmler. Ce soutien marqua un tournant dans sa carrière. Dans les années qui suivirent, il servit en tant qu'instructeur à la prestigieuse SS Junkerschule de Bad Tölz, tout en se distinguant également comme athlète, notamment dans les compétitions de saut en longueur et de lancer du poids, activités qui lui valurent des reconnaissances supplémentaires au sein des SS. Avec le déclenchement de la guerre en septembre 1939, Kaiser resta instructeur jusqu'à la mi-1940, moment où il fut envoyé au front pendant l'invasion de la France. Après cette campagne, il rejoignit le régiment Der Führer, qui ferait plus tard partie de la division SS Das Reich. En 1941, il participa à l'invasion des Balkans, puis à l'opération Barbarossa, avançant avec le groupe d'armées centre vers Smolensk et Moscou. Au cours de ces campagnes, il fit preuve d'un leadership exceptionnel, ce qui lui valut la croix de fer de 2e classe, puis de 1re classe. Bien qu'il fût blessé à plusieurs reprises lors de l'offensive vers Moscou, Kaiser continua de diriger sa compagnie jusqu'à ce que la contre-offensive soviétique l'oblige à se retirer. Après une période de convalescence, il retourna au front et en 1943, on lui confia le commandement d'un bataillon de semi-chenillés au sein de la Das Reich, désormais réorganisé en division Panzergrenadier. L'un des moments les plus marquants de sa carrière survint lors de la 3e bataille de Kharkov en mars 1943. En tant que chef du 3e bataillon du régiment Der Führer, il joua un rôle déterminant dans la défense et la reconquête de la ville. Bien que les forces soviétiques aient établi une tranchée anti-chars et des positions défensives bien organisées, Kaiser lança une attaque surprise qui força les soviétiques à reculer. Dans un acte de bravoure remarquable, il décida d'avancer sans attendre de renforts blindés, capturant d'importantes positions ennemies, y compris la gare principale. Durant ces combats, Kaiser détruisit personnellement 4 tanks ennemis à l'aide d'armes de poing, un exploit qui lui valut 4 insignes argentés de destruction de tanks, ainsi que la croix de chevalier de la Croix de Fer le 6 avril 1943. Après sa participation à Kharkov, Kaiser continua à combattre sur le front oriental, prenant part à des batailles telles que celle de Koursk. Il fut une nouvelle fois blessé en août 1943 et passa plusieurs mois en convalescence. En 1944, il fut affecté comme instructeur à l'école SS Panzergrenadier de Prozhetchnitz, où il fut chargé de former de nouveaux officiers et soldats. En novembre 1944, il fut nommé commandant du 38e régiment Panzergrenadier de la 17e division SS Götz von Berlichingen. Durant les derniers mois de la guerre, il mena la défense de Nuremberg, où ses actions lui valurent une recommandation pour recevoir les feuilles de chêne pour sa croix de chevalier. Cependant, cette distinction ne fut jamais officialisée en raison du chaos qui régna dans les derniers jours du conflit. Le 29 avril 1945, Kaiser et son adjoint, Franz Kukula, partirent en mission de reconnaissance près de Nuremberg. Aucun des deux ne revint. Pendant des années, leur sort demeura un mystère, jusqu'en 1976, lorsqu'une fosse commune fut découverte près de la ville. Les restes de Kukula furent identifiés, montrant qu'il avait été exécuté d'une balle dans la nuque. Cependant, le corps de Kaiser ne fut jamais retrouvé. Plusieurs versions ont circulé quant à ce qui a pu arriver à Vinzenz Kaiser. Certains rapports suggèrent que les 2 hommes ont été capturés par des soldats américains et exécutés sommairement. D'autres affirment que Kaiser pourrait avoir été tué après avoir refusé de remettre sa croix de chevalier à un soldat ennemi. Sans preuve concluante, sa mort reste enveloppée de mystère, laissant place à diverses spéculations sur ses derniers moments.
Malgré sa disparition et les controverses entourant les Waffen-SS, Vinzenz Kaiser est rappelé comme un leader audacieux et déterminé, dont la bravoure et les compétences tactiques se sont particulièrement illustrées sur le champ de bataille. Werner Wolf, un officier d'élite des Waffen-SS. Werner Wolf est né le 28 novembre 1922 à Memel, en Prusse orientale, au sein d'une famille allemande traditionnelle. Dès son plus jeune âge, il a montré une grande aptitude pour la discipline et le leadership, ce qui l'a conduit à rejoindre les rangs des SS alors qu'il n'avait que 18 ans. En 1940, il intégra les Waffen-SS, plus précisément la première division Panzer-SS Leibstandart Adolf Hitler, une unité d'élite qui avait commencé comme la garde personnelle de Hitler avant de devenir l'une des formations les plus redoutées de l'armée allemande. Son ascension rapide dans les rangs des Waffen-SS ne fut pas le fruit du hasard. Dès le début, il se distingua par son courage et ses compétences tactiques, ce qui lui permit de gravir rapidement les échelons jusqu'au grade d'Obersturmführer. L'un des aspects les plus remarquables de la carrière de Wolf fut sa relation étroite avec Joachim Peiper, l'un des commandants les plus connus et controversés des Waffen-SS. Peiper était un leader charismatique et agressif sur le champ de bataille, connu pour son audace et son sang-froid au combat. Wolf partageait bon nombre de ses traits, ce qui les conduisit à former un lien étroit. Wolf fut affecté comme aide de camp de Peiper au sein du 2e bataillon du régiment de grenadiers Panzer SS. Pendant les campagnes sur le front de l'Est, sa loyauté et ses performances exceptionnelles firent que Peiper lui accorda une confiance totale. À plusieurs reprises, Wolf prit le commandement d'unités stratégiques en l'absence de Peiper. L'un des moments les plus marquants de la carrière de Wolf eut lieu lors de la bataille de Kursk en juillet 1943. Dans l'une de ses actions les plus remarquables, il détruisit personnellement un char soviétique T-34 avec des armes d'infanterie, un acte de bravoure qui lui valut la reconnaissance de ses supérieurs. Peu après cet événement, il reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer le 7 août 1943, l'une des plus hautes distinctions décernées dans l'Allemagne nazie. En novembre 1943, lors d'une autre offensive sur le front de l'Est, il fut grièvement blessé à la cuisse par un tir. Les médecins déterminèrent que sa jambe devait être amputée, mais Wolf, dans un acte de défi extrême, sortit son pistolet et menaça l'équipe médicale, tirant au sol pour empêcher l'opération. Miraculeusement, il se rétablit sans avoir à subir l'amputation. Après sa convalescence, Wolf fut transféré sur le front de l'Ouest où il participa à la bataille de Normandie en 1944. Son unité fut déployée pour défendre Tilly-sur-Seulles, un point stratégique crucial lors des combats contre les Alliés après le débarquement du jour J. Sa capacité à diriger ses troupes dans des situations désespérées lui valut une nouvelle distinction. Il fut inscrit sur la liste d'honneur de clôture de l'armée de la Wehrmacht. Alors que la guerre touchait à sa fin et que la situation de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée, Wolf et sa division furent envoyés en Hongrie en 1945 pour participer à l'offensive du lac Balaton. Le 6 mars 1945, son unité obtint quelques succès initiaux, frappant les lignes soviétiques avec des attaques précises et efficaces. Cependant, la supériorité numérique écrasante des soviétiques se fit rapidement sentir et les Allemands commencèrent à subir des pertes catastrophiques. Au cours de l'un des affrontements les plus violents, son char fut touché par un tir ennemi, ce qui lui causa une grave blessure à la tête. Il fut rapidement évacué vers un hôpital de campagne, mais ses blessures étaient trop sévères. Le 19 mars 1945, Werner Wolf succomba à ses blessures, à peine 2 mois avant la fin de la guerre et 9 mois après son mariage avec son épouse Helga en Belgique. Kurt Meyer, le plus jeune général des Waffen-SS. Kurt Meyer est né le 23 décembre 1910 à Jerxheim, une petite localité de Basse-Saxe en Allemagne, au sein d'une famille ouvrière. En 1930, Meyer adhéra au parti nazi, et un an plus tard, en 1931, il rejoignit les SS. Son ambition et son dévouement au régime le firent rapidement se démarquer. En 1934, il fut transféré à la Leibstandart SS Adolf Hitler. Meyer participa à l'annexion de l'Autriche en 1938 et à l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1939. Cependant,
Son véritable baptême du feu eut lieu lors de l'invasion de la Pologne en septembre 1939. À la tête d'une unité de reconnaissance, il se distingua par son agressivité au combat, bien qu'il ait également été accusé d'avoir ordonné l'exécution de 50 Juifs à Modlin. En reconnaissance de ses performances au front, il reçut la croix de fer de seconde classe après avoir été blessé au combat tout en maintenant son commandement. Lors de l'invasion de la France en 1940, Meyer mena l'avancée de la Leibstandarte avec un bataillon de motocyclistes et de véhicules blindés légers. Sa rapidité et son audace lui valurent le surnom de Schneller-Meyer, Meyer le rapide. Pendant la campagne des Balkans en 1941, son unité joua un rôle clé en coupant la retraite des forces britanniques et grecques à Kastoria, capturant plus de 12 000 prisonniers. Ses actions lui valurent la croix de chevalier de la croix de fer. Lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa en juin 1941, Meyer et son unité furent à l'avant-garde de l'offensive en Ukraine. Il participa à la prise de Mariupol et à de violents combats à Rostov, ce qui lui valut la croix allemande en or. Cependant, son endurance physique en souffrit et il dut temporairement quitter le front en raison d'une dysenterie. À son retour en 1943, la situation avait changé. Les forces allemandes étaient en retraite et une grande offensive soviétique se profilait. Meyer et son unité prirent part à la 3e bataille de Kharkov, où ses tactiques de guerre éclair furent essentielles à la reconquête de la ville. Pendant les combats, il captura tout l'état-major d'une division soviétique, consolidant ainsi sa réputation de leader audacieux. Pour ses exploits lors de cette bataille, il reçut les feuilles de chêne pour la croix de chevalier. Alors que la guerre tournait en défaveur de l'Allemagne, Hitler ordonna la création d'une nouvelle division des Waffen-SS composée de jeunes de la Hitlerjugend. Bien que Meyer espéra en prendre le commandement, celui-ci fut confié à son ami Fritz Witt. Toutefois, Meyer fut nommé commandant du 25e régiment Panzergrenadier de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend. En mars 1944, la division fut envoyée en Normandie en prévision du débarquement allié. Lorsque l'opération Overlord débuta le 6 juin 1944, Meyer et son régiment furent parmi les premiers à contre-attaquer les troupes canadiennes. Le 14 juin, Fritz Witt mourut dans un bombardement, laissant Meyer à la tête de la division à seulement 33 ans, faisant de lui le plus jeune général des Waffen-SS. Sous son commandement, la division résista plus de 60 jours sans renfort ni repos, infligeant de lourdes pertes aux forces britanniques, polonaises et canadiennes. Entre le 4 et le 9 juillet, Meyer dirigea la défense acharnée de l'aérodrome de Karpiquet, repoussant de nombreuses attaques alliées malgré 60% de pertes dans ses rangs. Avec la chute imminente de Caen, il ordonna une retraite tactique pour se regrouper dans la poche de falaise. Là, avec l'appui des blindés de son vieil ami Max Wünsch, il parvint à ouvrir une brèche dans les lignes ennemies, permettant l'évacuation d'une grande partie des forces allemandes encerclées. En septembre 1944, alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance près de Durnal, en Belgique, il fut capturé par des partisans et livré aux forces américaines. Dans un premier temps, il ne fut pas identifié comme officier des Waffen-SS, ce qui lui sauva probablement la vie. Cependant, un collaborateur allemand le dénonça et il fut transféré en Angleterre comme prisonnier de guerre. En décembre 1945, Meyer fut jugé par un tribunal canadien dans la ville d'Auric, en Allemagne. Il fut accusé d'avoir ordonné l'exécution de prisonniers de guerre lors de la bataille de Caen. Bien qu'il se défendît vigoureusement et que la solidité des preuves contre lui fut remise en question, il fut condamné à mort. Grâce à l'intervention de plusieurs personnalités, sa peine fut commuée en prison à perpétuité. Il passa 5 ans dans une prison au Canada avant d'être transféré dans une prison allemande à Werle. Finalement, en 1954, après 10 ans d'incarcération, il fut libéré pour bonne conduite et sous la pression d'anciens militaires allemands. Après sa libération, Meyer devint un fervent défenseur des vétérans des Waffen-SS, rejoignant la HIAG, une organisation dédiée à la réhabilitation de ces anciens combattants. Il écrivit ses mémoires sous le titre « Grenadier », dans lesquels il tenta de justifier le rôle des Waffen-SS pendant la guerre. Il travailla comme distributeur de bière et s'installa à Hagen, en Rhénanie. Le 23 décembre 1961,
Le jour même de son 51e anniversaire, il mourut subitement. Son enterrement attira une foule immense, avec plus de 15 000 personnes présentes.